enough of brutalizing biodiversity, enough of killing ourselves with carbon, enough of treating nature like a toilet, enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. On a eu cet été le rapport du GIEC qui était très alarmiste et en disant maintenant il faut prendre des mesures drastiques. Or, vous savez que la COP 21 à Paris, c'était un grand événement. On a limité la conséquence des gaz à effet de serre à 1,5 degré. On a dit on arrête tout et il s'est passé 3 fois rien, en gros et en détail. Donc, alors je sais l'avis de Jean-Christophe qui dit de toute façon on y va droit, on ne changera rien, c'est une trajectoire, on ne va pas changer. Mais malgré tout, c'est ce qu'il a expliqué il y a quelques temps, malgré tout, quand même, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on voit que les alarmes sont très très fortes, quoi, et que beaucoup de gens disent on va dans le mur, au moins peut-être pas notre génération, mais les générations suivantes. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est l'affaire des individus? Est-ce que c'est l'affaire des États? Est-ce que c'est l'affaire, on parlait des grandes entreprises, est-ce que les entreprises ont une responsabilité particulière? Est-ce que ça peut changer? Est-ce que vous voyez des signes déjà, des choses qui ont un peu changé autour de vous? Ou est-ce que vous pensez que bon, la trajectoire est inéluctable? On va commencer par lui d'ailleurs, par Jean-Christophe. Par le pessimiste optimiste. Le pessimiste, oui. Je veux dire, je pense que c'était George W. Bush qui dit « Le modèle de vie nord-américain n'est pas négociable. » Oui, c'est ça. Mais malheureusement, il faut négocier maintenant. Ils le savent, les Nord-Américains le savent. Mais vous voulez rien négocier, c'est ça? Non, on a encore du jeu par rapport au réchauffement au Canada, je vous dirais. Non, sans blague, sans blague, je crois que, je veux dire, beaucoup de ces gestes-là, ou beaucoup du discours environnementaliste, et comment dire, on a mal parti la conversation. Puis on dirait la discussion évite certains sujets qui sont vraiment importants, puis essaie de mettre de l'emphase sur d'autres choses qui n'ont pas vraiment d'impact sur l'environnement. On donne par exemple l'exemple du recyclage. Là. Chez nous, c'est comme il faut recycler les plastiques, mais on sait très bien qu'en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, mais les plastiques sont de piètre qualité, ne sont pas recyclés ici. Ce qu'on fait, on les met dans les conteneurs, on les envoie aux Philippines ou en Inde ou dans des pays comme ça. Ces pays-là, parfois, refusent nos plastiques, puis finalement, on a des conteneurs remplis de déchets qui, finalement, on trouve une place aux Philippines qui vont les prendre puis qui les jettent dans la mer. Donc, ton petit geste écologique de dire « OK, je sépare mon plastique de mon métal, je le mets dans le petit bac bleu puis j'ai fait un bon geste », ben, finalement, tu le mets sur un des moyens de transport les plus polluants au monde. Tu l'envoies de l'autre côté de l'océan pour le dropper dans le Pacifique. Et il y a beaucoup de gestes comme ça qui sont absurdes et qui servent vraiment… Mais ce n'est pas une fatalité, très cher, ça. On peut faire c'est plus de dire qu'il y a vraiment un modèle religieux qui est entré, il y a vraiment une mentalité religieuse qui est entrée dans le mode environnementaliste, avec des catégories de pureté puis d'impureté. Et là-dessus, trier son recyclage, puis mettre les petites choses de plastique dans le bon bac, c'est comme un genre d'indulgence qu'on se paye nous-mêmes puis qu'on se déculpabilise par rapport à la pollution, alors que le geste, à mon avis, est polluant. Tandis qu'il y a d'autres choses, par exemple, comme l'énergie nucléaire, qui est une énergie relativement non polluante. C'est-à-dire, oui, on a des déchets radioactifs, mais si on trouve le moyen de bien entreposer ces déchets radioactifs-là,
Je veux dire, c'est une forme d'énergie qui est neutre en termes de carbone. Puis, à quelque part, l'énergie, c'est ça qui alimente nos hôpitaux, c'est ça qui alimente nos systèmes d'éducation. Je veux dire, demander aux Africains ou aux Indiens s'ils veulent plus ou moins d'énergie, bien, tout le monde veut plus d'énergie. Plus d'énergie, c'est une meilleure qualité de vie. Mais bon, le nucléaire, c'est aussi des armes nucléaires, c'est aussi quelque chose d'impur, c'est quelque chose d'irradiant. Puis on a complètement fermé la porte au nucléaire, alors que ça devrait être, je veux dire, ça aurait dû être en fait notre première solution par rapport au réchauffement climatique. Non, c'est des énergies renouvelables. Non, mais il exagère. Les énergies renouvelables, c'est pas renouvelable le nucléaire, mais on a tellement d'énergie nucléaire disponible. Je dis pas, moi, je ne suis pas finalement contre le nucléaire, mais les énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire, les éoliennes, la mais si tu dois changer, on ne développe pas. Renouvelable. Si tu dois changer ton panneau solaire aux 10 ans, oui, le soleil est encore là. 10 ans, 20, 30 ans. Bon, 30 ans avec, c'est hyper polluant de fabriquer des panneaux solaires. C'est une énergie qui n'est pas fiable parce que, il y a des jours qui fait soleil, il y a des jours qui ne fait pas soleil. Donc, ça doit toujours faire partie d'un parc énergétique. Le nucléaire je veux dire, je sortais un article en 1972, je pense que c'est à la veille de la première crise énergétique. Le président Nixon disait non, il faut que les États-Unis virent vers le nucléaire, qu'on cesse de dépendre des énergies étrangères, du charbon et du pétrole, puis on doit transmettre, on doit s'assurer que le prix de l'énergie reflète le coût social puis le coût écologique. Donc, un genre de taxe du carbone en 72. Je veux dire, c'est les mouvements environnementalistes comme Greenpeace qui se sont opposés au développement de l'énergie nucléaire à cette époque-là. Donc, pour moi, je suis un peu fataliste là-dedans. D'un côté, c'est que je me dis faut garder l'humain au centre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ce discours comme le Club de Rome, on en parlait, comme quoi l'humain est un cancer, puis il faut réduire la population. Je crois toujours dans l'innovation humaine. Je pense qu'une des choses desquelles on ne parle pas suffisamment aussi, c'est la question de la capture du carbone. Je veux dire, si la technologie nous a amenés dans ce problème-là, bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant, pour moi, des technologies qui prendraient le carbone de l'atmosphère? On commence à peine à voir des prototypes de ça, mais ça me semble être une des seules solutions qui est plausible aujourd'hui. Tu crois à la technique. Tu crois à la technique pour nous aider là. Tu ne suis pas du tout comme Ellul. Tu penses que la technique va nous sortir de l'embarras par rapport à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je mets plus ma foi dans l'inventivité et la technique humaine que dans notre capacité à nous priver, dans notre capacité à se sacrifier pour le bien commun. Un peu plus de sobriété, c'est pas possible quand même. C'est facile pour je vais vous dire une grosse chose. On dirait le discours écologiste, vous allez pas m'aimer, là. Mais c'est sûr que les Européens, c'est facile pour vous de parler du discours écologique quand votre société est en déclin économique et politique depuis 75 ans. Donc, je veux dire, on s'accroche à qu'est-ce qu'on peut pour garder de l'influence. Mais allez dire aux Chinois puis aux Indiens qu'il faut décarboniser leur économie. Ils ont compris, les Chinois, ils sont d'accord, les Chinois. Ils commencent, mais écoute, la raison, c'est parce qu'ils n'ont plus de charbon qu'ils fournissent. Ils n'ont pas assez de charbon pour fournir leur centrale thermique. Je veux dire, on ne peut pas dire à la majorité de l'humanité que, bon, ben écoutez, nous, on a vécu notre industrialisation, nous, on a un certain niveau de vie, mais là, écoutez, les Indiens, les Somaliens, il faut faire un peu de sacrifice parce que si tout le monde vivait comme vous, on ne s'en tirerait pas. Donc, pour moi, la technologie, c'est une technologie, mais une technologie je veux dire, il y a quelque chose de vertueux dans la technologie. C'est une technologie qu'on partage, c'est une technologie qu'on se donnerait librement, je veux dire, une technologie de capture de carbone. Je veux dire, même si on arrêtait de polluer complètement aujourd'hui, le carbone qui est relâché dans l'atmosphère aujourd'hui, je pense que ça va prendre, 15 à 20 ans avant qu'il fasse entièrement son effet. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que des sources d'énergie qui sont radicalement non polluantes comme le nucléaire ou la fusion nucléaire que vous êtes en train de développer en Europe. Je vais vous lancer des fleurs quand même. Vous êtes quand même assez à la fine pointe de la technologie au niveau... C'est la France, c'est pas la France. Surtout la France. La France est un modèle au niveau du nucléaire. Donc, je vais lui couper la parole. Il y a trop... Je suis embarqué, là. Non, mais il y a même des questions théologiques sur la place de la création. Je veux dire,
responsabilité que Dieu nous a confiée de cette terre, de son devenir, des bêtes qui l'habitent, des oiseaux, des plantes. Tout ça, il y a beaucoup de théologiens qui retravaillent là-dessus, cette responsabilité de l'homme par rapport à l'ensemble de la création. Ça, c'est un thème théologique qui existe. Mais je ne le nie pas, je le nie pas. Christelle, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit notre frère là? Alors, je dirais d'abord que je comprends son pessimisme parce que quand on regarde la réalité, avec la COP26 et en particulier, c'est le Premier ministre britannique là, qui s'est vanté que la COP26 serait la deuxième plus grande conférence de ce type depuis Paris. On essaie depuis la COP21 d'émuler ce qui s'est passé. À Glasgow, c'est en Écosse, et les Écossais veulent l'indépendance. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Exactement. C'est-à-dire, on pourrait... on leur souhaite. D'affirmation. Mais on sent ce désir d'émuler cet événement qui était l'ensemble des gouvernements de la planète, y compris les États-Unis. Les fameux États-Unis sont tombés d'accord sur des cibles à atteindre vers un horizon vers lequel aller. C'était un grand message envoyé à l'humanité. Il y a de l'espoir, on va vers quelque chose. Oui, la COP de Paris avait été tombée d'accord sur des cibles de limite de l'augmentation de la température planétaire à 1,5 degré. Et aujourd'hui, les meilleures prévisions, les prévisions les plus optimistes, sont à 2 degrés. Si tout le monde respecte ces engagements actuels, on sera à 2,4 degrés. Et si tout le monde continue à faire ce qu'il fait maintenant, on sera à 2,9 degrés en moyenne. C'est-à-dire que ça peut monter jusqu'à 4 degrés d'après les experts. Et 4 degrés en moyenne, ça veut dire localement plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10 degrés. On commence sérieusement à se demander si à la fin du siècle, des zones qui sont prospères et qui ont des villes, des pays, seront encore physiquement habitables pour l'être humain. Les régions tropicales en particulier. Et donc là, voilà, moi je comprends le pessimisme par rapport à l'avenir. Je ne suis pas de nature pessimiste. De l'espérance chrétienne, quand même. Exactement. Voilà. Tout ce qui est vers l'idée que tout va s'effondrer, c'est quand même pas une idée qu'on doit poursuivre. L'absologie, c'est pas notre thèse de thé. Pourquoi pas? Non, quand même. C'est quand même conséquent avec notre conception du péché puis de l'absence de repentance. Non, mais cette idée, c'est une idée fausse. Le monde ne va pas s'effondrer. Ce monde est habité par la présence de Dieu. Il n'est pas voué à la destruction. Enfin, remarque, si dans 4 milliards d'années, si. Mais bon, on verra. Non, ma conviction, là, c'est une conviction qui est biblique théologique, c'est que si on regarde ça, non pas du regard de l'être humain, parce que si on le prend du regard de l'être humain, je suis désolé, mais il faut être pessimiste, mais adopter un regard qui est plutôt le regard divin, en tout cas celui qui nous est révélé au travers des Écritures. C'est un regard déjà qui redit la dignité et la responsabilité de l'être humain par rapport au reste de la création, exactement comme tu le disais, mais aussi la volonté ultime de la part de Dieu que la Terre soit renouvelée. C'est-à-dire que nos modes de vie, notre nature, tout ce qui fait l'être humain soit renouvelé. Et c'est donc la responsabilité, si on met ces deux leçons ensemble, de l'être humain d'endosser cette responsabilité pour la création et de travailler dans la direction de ce renouvellement ultime, sachant qu'à cause de la nature humaine, on n'y arrivera jamais parfaitement et qu'on a donc besoin d'intervention de Dieu. Donc il faut œuvrer à cet appel qui peut prendre plein de formes, des accords internationaux, même si malheureusement, je pense que cette année, il y a peu d'espoir qu'il y ait de grandes choses qui soient réalisées à la COP26, même si certaines avancées peuvent être enregistrées, mais c'est nécessaire, mais aussi la responsabilité individuelle. Trier ses déchets, c'est important. C'est à l'échelle individuelle. Non déplaise à Jean-Christophe. Moi, je trie mes métaux. C'est comme porter son masque. C'est pas un acte religieux. Le plastique, ça sert à rien. Les métaux, ça sert à quelque chose. Non, mais
Non, mais c'est vrai, c'est un acte qui traduit la prise de conscience personnelle. C'est comme le fait de porter un masque, c'est-à-dire on est conscient de quelque chose. Tout seul, le geste... C'est là qu'on est d'accord et en désaccord. Ouais, comme tout seul, le geste ne va rien changer, mais collectivement, le geste peut avoir un impact. Et puis aussi la technologie. Moi, je suis quand même embarqué d'accord avec ce qui est dit. Il y a des secteurs de recherche qui ont été jugés tabous. Là, je parle de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, d'impacter par notre savoir technique certains aspects des cycles de la Terre. Ça peut avoir un effet bénéfique. Alors évidemment, ça doit être contrôlé, ça doit être, il faut prendre toutes les précautions nécessaires, mais c'était tabou parce que on disait non mais attendez, il y a tous ces efforts de précaution écologique qui sont en train d'être pris, il faut que les populations soient conscientes du danger, on ne va pas se ruer vers la technologie. Mais je pense qu'on arrive à un moment où on n'a simplement pas d'autre choix que d'explorer des nouvelles techniques. Qu'est-ce que tu en dis, Léa? Moi, ça me fait penser que pendant le premier confinement, quand il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de lire les bouquins que j'avais chez moi, parce que on n'avait pas le droit de sortir de chez soi, j'ai lu un petit livre qui s'appelle « Ça commence par moi » de Julien Vidal, qui est aussi un blog d'ailleurs, ça-commence-par-moi.org. Et en fait, c'était l'expérience de quelqu'un qui s'était dit pendant un an, à raison de une action par jour, donc en tout 365 actions, je vais essayer de devenir plus responsable en matière d'écologie et ça passe par des choses toutes bêtes comme éteindre les lumières en sortant de la pièce, débrancher ces câbles qui sont pas utilisés pour ne pas avoir de dépenses d'énergie inutiles, trier ses déchets. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais ce que j'avais trouvé très intéressant avec ce livre, c'est qu'il y avait cette même réflexion de « Ok, ces grands problèmes mondiaux sur lesquels je n'ai pas prise, ça peut aussi commencer par moi, parce que c'est peut-être optimiste et naïf, mais il faut une petite goutte d'eau multipliée par des milliards pour faire tout un océan. Et puis, c'est quand même mieux de se dire que je fais une action minime qui ne peut-être va pas changer le monde, mais au moins je fais une action plutôt que de rien faire du tout. » Et puis l'autre chose que je m'étais faite comme réflexion, et je pense que ça rejoint un petit peu cette discussion sur l'écologie dans ce que ça a d'excitant, de merveilleux et puis aussi de déprimant et de pessimiste, c'est que en général, ces petites actions-là, surtout si on veut en faire comme l'auteur de ce livre 365 et radicalement changer nos modes de vie, et ben ça coûte. Et une des choses que j'avais découvertes, c'est que par exemple, Internet pollue énormément, particulièrement les vidéos en streaming, donc tout ce qui va être YouTube, Netflix. Et le fait de garder aussi ces emails et d'avoir des favoris sur le moteur de recherche. Ce genre de choses-là qui sont en fait invisibles parce que immatérielles, on a du mal à imaginer que ça peut en fait polluer la planète, et pourtant, il faut des énormes hangars dans la Silicon Valley et ailleurs qui tournent à plein régime pour que tout ça, toute cette information-là reste et que la bande passante permette de relier nos ordinateurs ensemble, etc. Et en fait, une fois qu'on le sait, ça, et ben, la responsabilité individuelle, c'est de se dire ok, est-ce qu'il faut que j'arrête de regarder du streaming? Est-ce qu'il faut que je regarde moins? Est-ce qu'il faut que j'arrête de garder mes mails et que je les trie? Mais ça prend du temps, mais c'est pas agréable. Et en fait, je trouve que là-dedans, on est dans ce point de non-retour où quand on s'est rendu compte d'un fait et qu'on en prend la responsabilité, alors on est responsable de faire des choix qui très souvent vont impacter notre confort. Et je ne le dis pas en tant que grande sage qui a mis en place toutes ces choses-là, parce qu'il me reste tout un tas de mails à trier, et puis des fois c'est vrai que je regarde des vidéos de streaming, et bref. N'empêche que quand on veut faire un changement, je crois que ça nécessite une discipline et ça nécessite un effort, et c'est pas agréable. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'éminemment biblique
de prendre responsabilité et d'accepter que finalement la vie est plus importante que notre petit confort. Et Jésus disait qui est prêt à perdre sa vie la gagnera. Je crois que qui est prêt à perdre son confort, peut-être maximisera les chances que la vie perdure. Et ça, c'est un appel qui commence par moi et nous et vous, et qui risque d'être pas très, très agréable. Mais bon, on veut être des adultes responsables et rentrer finalement dans cette marche d'intégrité, de responsabilité. Donc, c'est parti.